Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre nouvelle émission Ça va bien se passer. Aujourd'hui, je reçois Ahmed Çetin, jeune franco-turc de 29 ans qui fait partie du mouvement ultranationaliste dit des loups gris. Il habite dans la banlieue lyonnaise et on va parler justement de la communauté turque ici en France, son lien avec justement l'État français, les autres communautés, sa présence sur le territoire. Et enfin, nous allons parler de la situation en Turquie qui semble aujourd'hui plus que jamais subir une contestation populaire à l'égard du président turc au pouvoir depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan, avec la mise en inculpation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, accusé de corruption, de lien avec le PKK et de blanchiment d'argent. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, c'est pas vrai. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%, ça va bien se passer, il va bien se passer. Ahmet Çetin, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, Allah şükür. Davetimizin kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün sizlerle Fransa'daki Türk ve Müslüman halkını bir de Türkiye'deki mevcut durum hakkında konuşacağız. Tekrar memnun oldum, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrar Türkçeniz de bu arada çok güzel maşallah. Teşekkürler ama şimdi Fransızca konuşuyorum. Tabii. Alors pour parler de tout ça, je suis avec Ahmed Çetin. Ahmed Çetin, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-turc, vous êtes né et vous avez grandi à Oyonnax, dans l'est de la France. Tout à fait. Vous avez fait vos débuts dans le milieu associatif à la mosquée turque de votre ville en tant que président du pôle jeunesse. Et ensuite, vous avez fait des études de droit et de sciences politiques. Et aujourd'hui, vous habitez en banlieue lyonnaise. Exactement. En juillet 2020, vous avez diffusé sur Instagram une vidéo appelant à s'en prendre à la communauté arménienne en France, déclarant notamment que le gouvernement me donne 2000 € et une arme et je ferai ce qu'il y a à faire. Par la suite, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse vous a condamné le 5 novembre 2020 à 4 mois de prison avec sursis pour incitation à la violence et à la haine raciale. Et par la suite, une amende de 1000 € et une peine surtout d'inéligibilité de 5 ans. Vous dites que c'est une condamnation qui est politique et notamment parce qu'elle est arrivée à un moment où c'était un peu conflictuel entre Erdogan et Macron, les deux présidents en place. Et vous vous êtes du coup présenté également aux élections législatives en 2017 dans la 5e circonscription de l'Ain. Tout à fait. Cette condamnation est intervenue peu après la dissolution en France du groupe nationaliste des loups gris impliqué dans des affrontements notamment entre les membres de la communauté turque et arménienne dans la région lyonnaise. Je rappelle pour tout le monde, les loups gris, alors en turc Bozkurtlar, c'est un mouvement ultranationaliste turc fondé dans les années 60, lié à l'extrême droite turque, le parti d'action nationaliste, le MHP, qui prône justement un nationalisme turc ultra-radical qui vise justement à unir les peuples turcophones. C'est la définition qu'on peut trouver. Quand j'ai l'opportunité de parler le turc, honnêtement de le pratiquer, vous savez, j'ai vécu en Turquie, c'est une communauté que je connais très bien. Et justement, je suis content de vous avoir aujourd'hui pour parler, parce que ça fait un petit moment que je voulais un peu parler de la situation des Turcs en France et de la situation en Turquie. Pour être honnête, ce sujet avait pour but initial un débat par rapport aux événements qui se passent actuellement en Turquie. Donc j'ai voulu ramener justement des gens qui sont dans la rue actuellement en Turquie pour pouvoir débattre avec Ahmed Çetin au sujet du coup des divergences politiques qu'il y a, qui sont très marquées en Turquie. Malheureusement, j'ai eu énormément de refus, les gens ont peur de s'exprimer. Je vous ai même demandé d'essayer de trouver quelqu'un, vous n'avez pas pu. La question que je vous pose, pourquoi c'est autant difficile d'avoir quelqu'un pour parler? Est-ce que justement Erdogan maltraite ces gens-là ou les persécute et leur font peur? C'est un débat qui a lieu aujourd'hui à Marseille, en France. Je vois pas comment Erdogan est-ce qu'il pourrait persécuter entre guillemets une personne qui viendrait débattre aujourd'hui ici. Donc voilà, moi après aujourd'hui, je pense que ces personnes-là et ces personnes qui refusent entre guillemets le débat, la simple et bonne raison, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas suffisamment d'arguments à nous soumettre et qu'ils savent eux-mêmes que la question n'est pas le procès juridique en lui-même auquel Ekrem İmamoğlu fait face aujourd'hui et plein d'autres membres du parti du GRP d'ailleurs, mais que ça a une orientation plutôt politique et que ça a une récupération entièrement politique. Et aujourd'hui, voilà. Alors est-ce que c'est le fait aussi peut-être de débattre face à moi ou pas, j'en sais rien, sans prétention. Quoi, vous êtes vu un peu comme la bête noire de la communauté turque laïque ou comment ça se passe? Quand on peut en lire les différents commentaires qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire oui. Et de l'autre côté, quand moi, ces personnes-là, je les rencontre au quotidien, parce que je suis quand même quelqu'un, et on va en parler de toute manière, qui est suffisamment ouvert d'esprit pour pouvoir échanger et communiquer avec tout le monde. Non, ces personnes-là, j'ai énormément d'amis avec qui on a des avis politiques qui sont totalement divergents, mais alors complètement même, j'ai envie de dire. Ça ne nous empêche pas de se retrouver sur faire des idées, de pouvoir partager. Totalement. Justement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous avez été longtemps absent justement des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, vous acceptez cette interview
Pourquoi aujourd'hui? Alors pourquoi aujourd'hui? Je pense quelque part que d'un point de vue personnel, c'est quelque chose, la participation politique, entre guillemets, la participation au débat politique, c'est quelque chose qui m'a toujours animé et qui m'a toujours habité depuis ma tendre enfance, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, même quand j'étais enfant et que ma prof d'école me demandait quel métier je voulais faire plus tard, la réponse que je lui donnais, c'était être président de la République. Voilà, donc la politique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et je pense que dans la vie de tous les jours et au quotidien, c'est quelque chose à laquelle chaque citoyen devrait s'intéresser. Alors, peu importe le sujet, peu importe le domaine, économique, social, éducatif, tout ce qu'on veut, mais quelque part, on est tous impactés et touchés. Voilà, il faut être chacun, je pense, actif de son côté. Là, aujourd'hui, voilà, effectivement, pendant 4 ans, j'ai disparu des parages, si j'ose dire. Aujourd'hui, Vous réapparaît. ce que j'ai dans le cœur, entre guillemets, fait en sorte que j'arrive plus à rester inactif ça et tombe bien. silencieux. Aujourd'hui, vous allez nous parler à cœur ouvert dans notre émission Ça va bien se passer. Le but justement, c'est d'informer les concitoyens et ceux qui nous regardent de qui vous êtes et aussi de votre mouvement. Alors la question que je vous pose, qu'est-ce que c'est que les loups gris pour vous? J'ai donné une définition. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Mais les loups gris, historiquement parlant, politiquement parlant, effectivement, un mouvement, on va dire, qui est classé et catégorisé comme étant à droite, voire à l'ultra-droite. Maintenant, les loups gris, pour moi, c'était une branche associative, notamment à l'époque. Et aujourd'hui, les loups gris, qui entre guillemets n'existent même plus. Alors, est-ce qu'on peut appeler même ça une idéologie? Je suis même pas sûr. Mais justement, ça a été dissous en 2020. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réaction de l'État français de dissoudre le mouvement? Moi, je comprends pas trop ce qu'ils ont dissous, à vrai dire, parce que on dissout une association, on dissout une organisation, mais quelque chose qui n'existe pas déjà à la base, comment est-ce qu'on peut la dissoudre? Oui, mais les loups gris, ils existent en Turquie. C'est un mouvement qui est En Turquie. en Turquie. Mais on parle d'une dissolution en France. Moi, je réfléchis, je vois les choses dans le cadre français, parce qu'avant tout, je reste citoyen français, j'ai la double nationalité, hein, forcément. Je suis également citoyen turc, donc je suis tout autant intéressé par la politique en Turquie comme par la politique en France. Après, concernant les loups gris, à mon avis, ça a été plus une question de récupération politique par rapport peut-être à un débat, un conflit, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, qui pouvait y avoir à ce moment-là entre la France et la Turquie. Et je pense que quelque part, on a un peu utilisé ce mouvement-là pour faire de la politique, mais réellement, concrètement, les loups gris, je vois pas trop ce que c'est. Pourquoi avoir choisi les loups gris? Pourquoi ne pas avoir choisi une autre branche, justement, qui peut vous représenter, justement? Pourquoi ce ultranationalisme-là? Alors, encore une fois, j'ai absolument pas choisi les loups gris et je me prétends pas être un loup gris. Ça, c'est l'image vraiment qu'on m'a collée, qu'on a essayé de me coller et ça a marché Est-ce que d'ailleurs. vous avez aujourd'hui de la sympathie pour les loups gris? En Turquie, je parle. Non, je suis apolitique. D'accord. Totalement apolitique. Et de toute façon, on peut même pas considérer les loups gris comme étant un parti politique. C'est une idéologie, du coup. C'est plutôt une idéologie. Justement, on a vu les événements qui vous ont valu une condamnation, notamment les heurts avec la communauté arménienne à Lyon. Est-ce que la Turquie vous a soutenu dans cette démarche-là? Alors, j'ai pas forcément eu d'échange particulier avec la Turquie, avec un quelconque représentant Même pas les instances consulaires de Lyon? de la Turquie. Donc voilà, moi, de toute manière, entre guillemets, je suis plutôt, si on doit aller dans le sens des mots, un loup solitaire, si j'ose dire, dans le sens où j'essaye d'être responsable, entre guillemets, de moi-même. Et j'attends pas vraiment grand-chose de qui que ce soit non plus. Alors forcément, le soutien, dans ces moments-là, c'est toujours important, surtout quand on s'estime être victime d'une injustice. Mais voilà, après... Mais justement, on a vu des vidéos de vous, notamment qui ont été relayées dans les médias, où vous faites, par exemple, le signe du loup. C'est la sympathie que vous avez, du coup, pour ce mouvement-là, à l'époque. Peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque. Donc, à l'époque, vous avez cette idéologie-là. C'est un signe. Alors, ce signe, pour revenir à ce signe, Ouais. c'est un signe. Alors, forcément, il y a certains partis politiques en Turquie qui se le sont appropriés, mais à la base, ça reste le signe qui existait déjà avant la création de ces partis politiques-là. Et c'est un signe qui représente, entre guillemets, la culture turque. Pour moi, c'est le signe des Turcs. C'est pas un signe qui est rattaché à tel ou tel parti. Donc, elle est là la nuance. Et après, forcément, vu que c'est un signe qui a été récupéré par certains partis politiques, automatiquement, quand on va avoir tendance à faire ce signe, bah forcément, on va être catégorisé comme étant de tel ou tel parti. Bah, justement, on l'a vu récemment, un joueur de foot, je crois, a fait ce signe-là pendant un match. Mehdi Demiral. Voilà, et il y a eu un tonneau de déchaînement sur ce joueur, que ce soit ici d'ailleurs, et même parfois même en Turquie. Parce qu'on a l'impression aussi que ce signe-là, il représente un peu le côté erdoganiste, si j'ai envie de dire, conservateur de la Turquie. Mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est devenu un signe qui a été objet de récupération politique pour caresser dans le sens du
poil un certain électorat, forcément. Mais encore une fois, c'est un signe, pour moi, selon mon avis, c'est un signe que tout citoyen peut faire en soi. Et d'ailleurs, même les groupes de rock le font, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, aujourd'hui, la question que je viens de vous poser, est-ce que vous vous considérez comme nationaliste, ultranationaliste vis-à-vis de la Turquie? Alors, de la même façon que je me sens patriote français, je me sens aussi patriote turc, parce que j'aime mon pays, j'aime mes origines. On vous voit, là, la condamnation, elle vous a valu par rapport à votre côté nationaliste turc. Mais justement, en France, est-ce que vous avez des démarches justement politiques vis-à-vis des instances politiques ou des mouvements que vous pouvez créer en France? Ou vous êtes vraiment axé que sur la Turquie? Alors, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, pour preuve, j'ai été candidat aux élections législatives en France et pas en Turquie. Et j'ai toujours voulu être actif politiquement parlant. Mais après, forcément, pour pouvoir représenter une certaine catégorie de personnes, parce que je pense qu'il y avait un certain manque à ce niveau-là, que ça soit au niveau de la communauté franco-turque, certes, mais de façon plus large, la communauté franco-musulmane. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que la communauté franco-musulmane, en dehors du manque plutôt d'être représentée, elle est même rejetée du paysage politique français. J'ai envie qu'on parle un peu de la communauté justement musulmane en France. Vous dites que vous avez voulu porter une voix, non pas forcément que pour les franco-turcs, mais viser un peu plus large pour les franco-musulmans. Quel est votre lien justement aujourd'hui avec les différentes communautés musulmanes, qu'elles soient maghrébines, africaines? Alors dans la vie du quotidien, dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, quand je vais faire mes courses, je rencontre de toutes les personnes et je connais des personnes de toute origine, forcément très bien. Moi, je pars du principe où dans chaque communauté, il y a toujours du bon et du mauvais. Ils semblent plutôt favorables à votre discours parfois nationaliste qui a pu être véhiculé les années précédentes. Je trouve que la politique anti-communautariste qu'on vit ces dernières années en France a fait effet inverse. Et je trouve qu'effectivement, dans un discours communautariste que les franco-turcs peuvent avoir, et ben finalement, les franco-maghrébins s'y retrouvent aussi, mais chacun de son côté et chacun à son niveau. Donc en fait, en voulant détruire, entre guillemets, le communautarisme, je pense qu'on l'a en contraire développé. Il y a un sujet que je voulais aborder avec vous, je profite que vous soyez là. Moi, je connais très bien les deux communautés. Moi, je suis d'origine djazairi et j'ai connu la communauté turque pour avoir aussi vécu en Turquie et ici en France. On a l'impression qu'il y a du nationalisme des deux côtés qui, du coup, fait un effet inverse par rapport à une possible entente, solidarité entre les deux communautés. On le voit aussi parfois avec des mots très forts en turc, de la communauté turque vis-à-vis d'autres communautés, notamment arabes et algériennes. C'est quoi justement votre vision par rapport à ces discours racistes qu'on peut avoir entre justement musulmans, mais de différentes origines? C'est des gens qui vont placer leurs origines avant même la religion. Est-ce que c'est votre cas? Des gens qui vont placer leurs origines avant leur religion. Alors, c'est pas du tout mon cas. Moi, et justement, d'ailleurs, ce que je vais dire là, c'est contraire à la description qu'on fait de moi, ultranationaliste, etc. Pour moi, un ultranationaliste, c'est quelqu'un qui met ses convictions nationales, sa vision nationale de la chose, communautaire, avant la religion. Et moi, je peux pas être d'accord avec ça en tant que musulman. En tout cas, j'essaie d'être un musulman en tant que croyant. Et moi, je pense que effectivement, le nationalisme, s'il doit y en avoir un, j'aime pas trop ce mot-là d'ailleurs, je préfère plus le mot patriotisme, parce que ça correspond plus à mes idées et à mes convictions, et je pense qu'il faut savoir faire la nuance et la différence entre les deux, et d'ailleurs c'est ce qui manque aujourd'hui, la nuance à tous les sujets, à tous les niveaux, à partir du moment où ça rentre dans le cadre et dans la conscience religieuse des gens, après tout le reste, ça peut convenir. Il y a un slogan que vous dites beaucoup, c'est Nemutlum Türk'üm diyene. Oui, les Turcs le disent beaucoup. C'est pas votre cas, vous n'êtes pas Si, partisan de ce slogan? tout à fait, on est fiers de nos origines. Mais justement, est-ce que vous pensez pas que ce slogan-là, je vais plus m'attarder peut-être en Turquie, est-ce que vous pensez pas que ça a un effet du coup plus exclusif qu'inclusif? Moi, pour avoir vécu en Turquie, lorsque je parle avec des gens qui sont d'autres communautés, parce que la Turquie n'est pas constituée essentiellement que de Turcs, bien évidemment, comme dans tous les pays du monde, il y a d'autres communautés, que ce soit des Kurdes, que ce soit des Arméniens qui sont encore là-bas, que ce soit des Syriens par exemple qui sont intégrés aujourd'hui. Cette phrase-là, elle a plus pour vocation aujourd'hui de diviser que d'unir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'imaginez 5 secondes, ce discours en France, n'est pas heureux celui qui n'est pas français ou celui qui est français. Ça risque, enfin on se sentirait peut-être nous, en ayant des origines quelque part ciblées. La vraie question, ça serait, qu'est-ce que être turc? Ou qu'est-ce qu'être français? Je pense que la vraie question, elle est là. Et si on me pose la question à savoir qu'est-ce qu'être turc,
Moi, je dirais qu'être turc, c'est pas faire partie de la race turque. Parce que je pars du principe et j'y crois. Et de toute façon, quand on regarde le côté historique des choses, les Turcs les Turcs d'aujourd'hui en tout cas, sont issus d'un mélange. Aujourd'hui, quand on regarde la communauté turque, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Mais vous comprenez justement que ces communautés-là, elles se sentent blessées par ça ou pas? Ou vous le concevez pas? Quelle communauté? Kurdes, établis en Turquie, qui ont des origines kurdes, qui ont des origines arméniennes, qui ont des origines peut-être même grecques, à Izmir et autres. Justement, lorsque, par exemple, le matin, il y a la levée du drapeau lors des écoles, j'ai assisté à ça à plusieurs reprises, justement, ce genre de discours-là. Vous pensez pas que, justement, un enfant qui est d'origine kurde ou peut-être syrien, qui vient d'arriver, qui aujourd'hui est pleinement intégré peut-être, se sente un peu ciblé justement par ce message? Est-ce que ce serait justement pas plus judicieux, c'est aussi une deuxième partie de ma question, de faire peut-être passer la religion avant et de dire peut-être Nemutlu musulman, Mdiyane, ou de dire Je suis totalement d'accord. t'es turc? Je suis totalement d'accord, mais après, on a tous une certaine culture, on vient tous quand même de quelque part. Je pars du principe où il faut pas faire passer son côté turc avant son côté musulman quand on est croyant. Mais il peut y avoir aussi des Turcs qui sont pas croyants. Bien sûr. Il peut y avoir des Turcs de confession juive, ça existe. Des Turcs de confession chrétienne, ça existe. Donc aujourd'hui, à partir du moment où ils vivent en Turquie, ces gens-là, et qui disent Nemutlukum DNA, moi je vois aucune contradiction là-dedans, dans le sens où il y a énormément de Kurdes aussi, si on doit prendre leur exemple, qui se sentent encore plus turcs que moi-même, si j'ose dire. Et d'où ma question, qu'est-ce que être turc? Qu'est-ce qu'être turc? Est-ce que être turc, en fait, c'est propager une certaine vision de justice, de justesse, de savoir-vivre, parce que ça reste quand même une civilisation particulière, qui a une certaine histoire, qui est basée sur des milliers d'années. Donc, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est du racisme, entre guillemets, pur et dur, et un rejet de l'autre? Et pour moi, être un bon turc, ça passe avant toute chose par le fait d'être un bon musulman, exemplaire, et donner un certain exemple de savoir-vivre, notamment de respect de l'autre, peu importe les convictions qu'il peut avoir, peu importe l'origine à laquelle il peut appartenir. Justement, là, c'est important ce que vous dites. Vous dites qu'un bon turc, justement, c'est quelqu'un qui partage les valeurs aussi musulmanes, avec une très grande partie de la population turque aujourd'hui est laïque. Et Alors, c'est au niveau de la constitution où il y a une certaine laïcité. on les voit aujourd'hui dans la rue. On les On voit dans en la rue. reviendra dans une seconde partie de l'émission, mais On ne peut pas dire que ces gens-là représentent la majorité oui, de la, non, de la j'ai pas dit la population. majorité, j'ai dit une bonne partie. On a vu aux élections, notamment présidentielles, Ouais. avec une partie du président en place qui a gagné. Alors quand il y a des manifestations en France organisées par des Français de confession musulmane, ça peut être pour la Palestine, ça peut être pour d'autres raisons, pour d'autres causes, est-ce qu'on va dire qu'il y a une grande partie des musulmans qui pensent ça, donc la France c'est ça? Aujourd'hui, chaque pays, et puis avec la mondialisation, on le voit de plus en plus, chaque pays est confronté à ce genre de problèmes, des problèmes de diversité, dus à la diversité justement de la population. Et je pense que c'est là où effectivement il y a un gros problème, parce que parmi tous ces gens-là, il y a des personnes qui sont restreintes intellectuellement et qui ont du mal à accepter son chacun, Ouais. son prochain plutôt, pardon. Aujourd'hui, la question que je vous pose, vous êtes rancunier vis-à-vis des Arméniens? Mais en aucun cas, absolument pas. Et au contraire, il y a que les cons qui tirent pas des leçons de ce qui leur arrive, entre guillemets. Et moi, après ces événements-là, j'en ai rencontré énormément des Arméniens. J'ai même des amis. Il y a même des Arméniens avec qui je travaille. Bon, ça fait peut-être un peu cliché, comme celui qui va dire j'ai un voisin juif, tu vois ce que je veux dire, ouais, je fête le mois du Ramadan avec mon beau-frère marocain, etc. Et j'ai pas envie de rentrer dans ces clichés-là, même si les clichés font l'humanité. Mais absolument pas. Du coup, la Absolument pas. querelle entre la communauté qui est la vôtre et les Arméniens, c'est fini, c'est enterré, vous avez enterré l'âge de guerre. Il n'y en a jamais eu. Vis-à-vis de moi, Des affrontements. alors il y a eu des manifestations d'une part et de l'autre qui sont peut-être pas déroulées de la meilleure des On façons. va mettre ça sur le dos de la jeunesse. Lorsque vous dites donnez-moi une arme et 2000 € et je m'occuperai de eux, aujourd'hui, soit vous vous êtes assagi, soit tout ça. Alors, par rapport à cette phrase, Ouais. c'est la phrase pour laquelle j'ai été condamné. Ouais. Parce que, à savoir que j'ai pas été condamné parce qu'il y a eu telle ou telle manifestation, mais alors absolument pas. Et effectivement, quand on a tendance peut-être à lire certains médias, certains journaux, on peut faire la confusion parce que c'est ce qu'ils veulent aussi quelque part, j'imagine. Il y a une certaine propagande qui a été faite sur ce sujet, mais la raison pour laquelle j'ai été condamné, c'est par rapport à cette phrase. Et le motif, c'était pour menace de mort et incitation
à la haine raciale. Mais cette phrase-là, elle a été sortie de son contexte. Elle a été sortie de son contexte comment? C'était au moment d'un live à Instagram, il me semble, à l'époque. Quand on a commencé à me donner une certaine légitimité que j'ai pas forcément demandé non plus, de représentation, et qu'on me demandait de venir agir sur place, moi, ce que j'ai été de leur faire comprendre par le biais de cette phrase-là, et aujourd'hui, j'en suis conscient, c'était une phrase totalement déplacée, et que j'aurais jamais dû prononcer. Ça m'aurait évité beaucoup de soucis par la suite. La je me pose, c'est pourquoi 2000 euros? C'est la métaphore, c'était pour caricaturer ça, en fait. C'était pour leur faire comprendre à ces gens-là. Ouais. Moi, je suis pas payé pour ça. C'est pas mon travail. Moi, aujourd'hui, je porte des convictions. J'essaye, entre guillemets, d'être actif et de faire prendre conscience aux gens de certaines choses, mais des convictions que moi, je défends, mais que j'oblige personne à les défendre avec moi ou d'être d'accord avec moi, d'y participer. Mais c'était surtout de leur faire comprendre. Et pour ça, si vous voulez faire des choses de votre côté, ça sert à rien de me mettre dans la sauce, entre guillemets. Faites les choses vous de votre côté et que chacun, à la limite, fasse ce qu'il a envie de faire. Et ensuite, chacun assumera, entre guillemets, ses actes. Donc voilà, je pense que j'étais quand même un peu dans le bizarre par rapport à mon passé, par rapport au parcours politique, au petit parcours politique, hein, sans prétention que j'ai pu avoir. Justement, on va en venir. Est-ce que vous avez des ambitions aujourd'hui politiques? Est-ce que justement aujourd'hui accepter cette interview, on vous voit de plus en plus actif sur les réseaux depuis quelques mois, est-ce vous n'avez pas une idée derrière la tête justement de vous remettre dans la sphère politique? On verra ce que l'avenir présentera. Vous faites de la langue de bois comme les politiques. Ouais, bah, il faut un peu, hein. Il n'y a pas que qui vont le faire quand même, j'ai envie de dire. Mais je prends mes précautions aujourd'hui. Aujourd'hui, je me protège. Aujourd'hui, je me protège parce que je sais ce que j'ai vécu. Je sais l'acharnement que j'ai pu avoir. Le fait d'être condamné, juridiquement, c'est une chose. Mais le fait d'être condamné médiatiquement, c'est encore autre chose. Forcément, j'en ai tiré des leçons. J'ai pas envie de faire de langue de bois, mais j'ai pas envie de dire des choses non plus contraires aux lois de la République. Vous savez que Marseille a une très forte communauté kurde installée ici à Marseille. Oui. Ça vous fait quoi justement de venir? Vous vous sentez apaisé? Vous vous sentez menacé? Quand on voit la mer, on peut être qu'apaisé ici. Quand on voit le beau temps qu'il y a et les bateaux qui flottent sur la canebière, on peut être que heureux ici. Bah justement, vous voyez qu'il y a eu pas mal d'affrontements. J'ai en tête les dernières élections présidentielles avec des débordements qu'il y a eu très importants. À Marseille. À Marseille, ouais, qui a empêché les gens de voter. On a eu quelques images, moi, qui me sont parvenues, où des personnes se sont fait frapper parce qu'ils sont allés juste faire leur devoir citoyen. Des personnes qui gardent peut-être cette rancœur-là ou qui exportent aussi quelque part le conflit qui est en Turquie, il l'importe ici en France. C'est quoi votre ressenti, vous qui êtes installé à Lyon? Justement, très très bonne question. Et ça va me permettre aussi de répondre à la question précédente qui était pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous revoit? Aujourd'hui, moi j'ai pour ambition ce 2 poids 2 mesures concernant notre justice française par rapport aux différentes communautés qu'il peut y avoir. Effectivement, ce qui s'est passé à Marseille, c'est bien pire, je pense, parce que ça a été des actes de violence, d'agression envers des familles, des enfants qui étaient tout simplement allés faire leur acte de citoyenneté en votant, en voulant voter. Je pense pas que ces gens-là, ces mères de famille, aient été offensantes envers qui que ce soit. Et je pense que ces personnes-là et ces événements-là ont été bien plus graves que ceux pour lesquels moi j'ai été condamné. Donc aujourd'hui, l'ambition que je porte, justement, c'est de lutter contre cette ambiance d'injustice qui règne en France, malheureusement. Et La France soutient clairement, vous pensez, le PKK au Kurdistan? Mais je pense que c'est un secret de polichinelle pour personne. Alors, et malgré ça, malgré le fait qu'elle soit catégorisée comme étant une organisation terroriste, malgré ça. Alors, encore une fois, il faut bien savoir faire. Tout est nuance, tout est question de nuançage. Je vais peut-être beaucoup insister là-dessus parce que c'est une réalité. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir voir le blanc, voir le noir, voir le gris, voir que du positif, que du négatif. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Par rapport au PKK et aux Kurdes en général, c'est la même chose. Tout membre du PKK n'est pas kurde et tout Kurde n'est pas partisan du PKK non plus. Donc le PKK, c'est une organisation terroriste. Il faut mettre les mots là-dessus. Et de toute façon, encore une fois, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis, la France. Alors, je ne vais pas parler de la Turquie parce que ça serait peut-être manquer d'objectivité pour certains, mais c'est une organisation qui est reconnue comme étant terroriste, toutes ces personnes-là. Donc, à un moment donné, quand on considère une organisation comme étant terroriste, on ne peut pas leur laisser, entre guillemets, l'accès au vieux port pour qu'ils aillent manifester et brandir leur drapeau. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est un problème. Vous savez qu'à Marseille, ils ont un tribunal, ils ont une institution, ils ont Je le sais. Ils ont leur propre sécurité, leur propre... Il y a un État dans l'État. Est-ce que c'est normal? Je vous pose la question.
En tant que citoyen français, hein, est-ce que c'est normal? Moi, en tant que citoyen français, et ça m'est arrivé, j'ai dû être confronté à un moment donné à la justice. Je me suis fait petit, j'ai assumé face au juge et face à sa décision, même si on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec la décision, mais on l'accepte, on l'assume. J'ai payé mes amendes, j'ai une condamnation qui est encore en cours et que j'assume totalement. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai essayé peut-être de me faire oublier et de me faire petit, parce que j'ai pas voulu être dans la provocation et j'ai pas voulu donner une image de moi-même qui était de faire croire que c'était une décision que j'accepte pas. C'est une décision de Vous justice, l'avez une accepté? condamnation que j'ai totalement acceptée. Je l'ai assumée, mais par contre, ce que j'aimerais, c'est que d'autres personnes le fassent également et que d'autres personnes qui font des choses bien plus graves soient condamnées également, en fait. Et quand je vois ce deux poids, deux mesures, justement, Ça vous c'est frustre. quelque chose qui m'indigne, qui me frustre, qui m'indigne et que j'arrive pas à accepter. Moi, la question que je vous pose, c'est que ça fait un petit moment que je voulais interviewer quelqu'un pour parler de la Turquie, justement, et de la communauté turque. Ça m'a été très difficile de trouver quelqu'un. La preuve, vous êtes venu de Lyon. Comment vous expliquez que, justement, il n'y a pas forcément des personnes qui sont un porte-étendard de cette communauté? On a l'impression qu'il y a des stéréotypes lorsqu'on parle des Turcs. On va dire c'est seulement dans le BTP, seulement dans les kebabs. Il y a très peu de personnes qui vont justement s'exprimer, assumer leurs convictions comme vous le faites, assumer leurs idéologies et venir parler dans les médias. Moi, la porte a toujours été ouverte, grande ouverte pour eux d'ailleurs, et pour toutes les communautés. La preuve, on a voulu inviter aussi quelqu'un du parti laïque opposant justement au Ça aurait président été en place. dommage d'ailleurs. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire s'il y a quelqu'un qui voudrait venir justement avoir un droit de réponse justement pour la partie 2 de l'émission. Mais justement, comment vous expliquez ça, que cette jeunesse aujourd'hui semble totalement désintéressée du paysage politique, qu'il soit franco-français ou franco-turc ou turc tout simplement? Et quel est le message aussi que vous pouvez passer justement à cette jeunesse, peut-être qui vous écoute et qui vous prenne comme modèle? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses et j'ai envie de porter une voix, déjà la voix de mes convictions personnelles, de mes croyances personnelles et ma vision de la politique, de la justice notamment. Mais je pense qu'aujourd'hui, et par le biais de ma condamnation aussi, si je dois donner l'exemple de la communauté franco-turque, je pense qu'il y a eu une certaine peur qui a été, ou qui a voulu être donnée, qui a été dégagée. Et de toute façon, je le vois, toutes les associations franco-turques, aujourd'hui, elles se sont quand même un peu, malheureusement, calmées, retirées. Mais pas que, hein, d'ailleurs, toutes les associations en général, aujourd'hui, et depuis le confinement notamment. Au niveau associatif, j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup moins d'activisme et d'activité. Et les associations sont les représentants numéro un des citoyens, avec toutes les idées qu'il peut y avoir. Donc si aujourd'hui, ils ne portent plus la voix des citoyens ou de leur... pas leur électorat, mais de leur adhérents, de leurs partisans, mais qu'elles ferment tout. À quoi elles servent, j'ai envie de dire. À quoi elles servent. Donc il y a une peur qui a été propagée par rapport à tout ça. Et les gens aujourd'hui ont peur d'agir parce que ça nuit au niveau professionnel. Quand on cherche du boulot, on n'arrive pas à en trouver. Parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est accessible plus facilement, plus rapidement. L'employeur, il a juste à taper le nom-prénom sur Internet. Il sait à qui il a affaire. Et donc, le choix, il est vite fait. Donc, en fait, on est vraiment dans un délit de faciès, si j'ose dire. Ouais. On recrute plus les gens par rapport à leurs réelles compétences, mais on va leur recruter Par rapport à leur conviction, alors en regardant leurs convictions. Est-ce que cette personne pourrait nuire à l'image de la société ou pas? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, pour donner un exemple. justement, je rebondis, la communauté turque, elle est connue justement pour s'en sortir relativement de façon économique en France. Pourquoi justement ne pas prendre des personnes et les soutenir financièrement pour pouvoir se développer et développer leurs idéologies? Personne ne veut se mouiller. Il faut dire les choses comme elles le sont. Personne C'est ne dû veut à se mouiller. quoi? Est-ce que c'est dû à l'incompétence? Ah, pas du tout. Il y a énormément de personnes qui sont compétentes et encore une fois, je dis pas ça pour mettre ma communauté, enfin que je dis ma communauté, la communauté à laquelle j'appartiens en avant, même si je suis énormément fier d'elle et je suis fier d'être un Français d'origine turque. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents et qui l'ont prouvé depuis tant d'années. Moi. Ahmed Çetin, j'ai une question, vous vous sentez plus français ou turc? Les deux. Honnêtement, les deux. C'est peut-être une réponse qui peut paraître politique, encore une fois, qui donne l'image d'une personne qui veut pas se mouiller, mais réellement, les deux. Moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, culturellement, c'est compliqué. Alors, c'est une question quand même qui a le mérite d'être... C'est compatible aujourd'hui d'être franco-turc par rapport justement à la culture? Vous parlez de la culture, vous parlez... La communauté turque, elle est connue justement pour être très communautaire. Oui. Moi, j'ai connu des personnes, ça fait 40 ans qu'ils sont ici, ils parlent pas français. Oui. Ils vivent qu'entre eux, ils ne mangent qu'entre eux, ils ne prient qu'entre eux. Oui. Vous en pensez quoi de ça? C'est ça, je pense que c'est une certaine psychologie de protection.
une certaine psychologie de protection, et puis c'est aussi encore une fois, une facilité, dans le sens où on a tous un cousin, une cousine, une tante, un oncle, qui après 30 ans de vie en France, ne sait toujours pas parler français plutôt. Et pourquoi? Parce qu'elle a toujours eu quelqu'un qui l'accompagnait chez le médecin, à la pharmacie, faire les documents administratifs La facilité. au centre des finances publiques, c'est la facilité. Et par contre, ça, c'est quelque chose que moi, je critique énormément, y compris pour les membres de ma propre famille. Bordel, ça fait 30 ans que vous êtes là. Normalement, on devrait tous pouvoir parler français, et on devrait plus avoir besoin l'un de l'autre pour faire tel ou tel papier, quoi, je veux dire. C'est la base, en fait, quand on vit dans un pays, c'est de connaître la langue. J'aimerais, avant de passer aux côtés de la Turquie, et ce qui se passe là-bas, que vous faites un petit message justement à la communauté turque qui vous regarde, aux jeunes. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, ce que j'ai à leur dire, c'est qu'on est dans une situation qui n'est pas forcément évidente, dans le sens où nous, en tant que franco-turcs, quand on est en France et qu'on atteint un certain niveau, bah, on est rejeté. On essaie de nous faire comprendre qu'on n'est pas français. Et quand on se retrouve à aller en Turquie, là-bas, de la même façon, on essaie de nous faire comprendre et on nous fait ressentir qu'on n'est pas turc. Donc en fait, nous, la communauté franco-turque, on est un peu entre deux. Je dirais pas perdu, mais face à tout ça, on a réussi à développer un certain peut-être communautarisme, je dirais, qui est particulier, et en fait qui nous permet aujourd'hui de s'entraider. Donc voilà, moi je pense que il faut aimer la France avec tous ses défauts et ses qualités, parce que de toute façon c'est un pays qui nous nourrit, c'est un pays auquel nous forcément on apporte une plus-value, mais c'est un pays qui nous le rend ou qui nous l'a rendu à un moment donné, et peut-être moins aujourd'hui. Mais voilà, il faut rester optimiste. Et puis moi, j'invite tous les jeunes de la communauté franco-turque à s'intégrer et à s'ingérer dans la vie associative, politique, parce qu'on vit en France avant toute chose. Alors la politique turque, forcément, on pourra jamais s'en détacher, parce qu'on a de la famille là-bas, on a énormément de proches là-bas, et puis on y va chaque année, voire même plusieurs fois dans l'année. Il y en a même qui font du commerce entre la Turquie et la France, donc automatiquement, ça nous intéresse et on est intéressé et concerné par la politique turque également. Mais voilà, moi je pense que l'essentiel et la base, c'est la participation à la vie sociale, la vie politique en France. Et je pense que c'est que comme ça qu'on pourra, en tant que franco-turc, évoluer, mieux se faire connaître et atteindre un certain niveau, voire même pourquoi pas peut-être un jour essayer d'avoir des députés qui pourraient nous représenter. C'est le cas en Allemagne, aux Pays-Bas, pourquoi pas en France. Merci beaucoup. On se retrouve pour la partie 2.